Excusez-nous pour ce contretemps, nous sommes en direct. Merci à tous d'être présents ce soir pour cette troisième table ronde dans le cadre du Carrousel Digital. Je suis Caroline Bodec, je suis chargée de mission à la Chambre de métiers d'artisanat d'Île-de-France. Je suis en compagnie ce soir de trois artisanes et de Karine Vergnol, qui est journaliste spécialisée art de vivre et luxe à BFM Business, qui va vous présenter les artisans mis à l'honneur ce soir. Pour que vous puissiez échanger avec nous, vous avez en bas à droite de votre écran une fenêtre de chat qui vous permet de poser des questions. Nous pourrons prendre le temps d'y répondre à l'issue de la présentation. N'hésitez pas à nous interpeller à travers cette fenêtre pour communiquer avec nous. Et je vous souhaite une très bonne soirée. À tout à l'heure. Merci Caroline pour cette introduction. Bonsoir à tous. Alors en effet, j'ai la chance d'être entourée de spécialistes du fil et de fil en aiguille. Elles vont vous raconter leur histoire, leur parcours, leur savoir-faire. Ce soir, nous sommes donc avec Sylvie Schekler. Bonsoir. Bonsoir à tous. Sylvie, créatrice de la marque de lingerie Except Me, on va y revenir dans un instant. Nous sommes également avec Estelle Delphine Lobel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous êtes créatrice de Notes, on va plutôt parler broderie, mais loin de la broderie académique avec vous. Et puis également Audrey Louis, bonsoir. Couturière indépendante, vous êtes aussi vice-présidente Île-de-France de l'UNACAC, l'Union artisanale de la couture et des activités connexes, et ça je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Vous êtes élue au conseil d'administration au niveau national de l'UNACAC. Donc l'idée de l'UNACAC, c'est défendre, promouvoir, dynamiser nos métiers, parce que ça s'appelle la couture, mais derrière la couture se cache pas mal de métiers autour du fil, notamment, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Vous saviez que vous alliez travailler dans la mode depuis toute petite, Sylvie, et vous êtes arrivée assez rapidement à la lingerie, alors que vous aviez une grand-mère brodeuse. Vous avez fait des études de stylisme, de modélisme. Qu'est-ce qui vous plaît dans la corsetterie, dans la lingerie? Comment vous y arrivez? Alors, ce qui m'a tout de suite plu dans la lingerie, c'est la finesse des matières, la délicatesse des pièces et puis surtout de travailler des petites pièces. Surtout travailler minutieusement et vraiment avec beaucoup de choses très raffinées en fait. Beaucoup d'assemblage très raffiné. Donc vous êtes passé, je disais des études de corsetterie, vous êtes passé dans pas mal de belles maisons de lingerie? Oui, absolument. Donc j'ai fait des grosses maisons qui existent et pour certaines qui n'existent plus. Donc l'énorme maison Barbara, où j'ai commencé ma carrière. Alors j'ai commencé ma carrière à l'Opéra de Paris pour les costumes et ensuite j'ai dérivé dans la lingerie corsetterie en ayant une spécialisation avec une meilleure ouvrière de France. Et donc, en fait, je suis rentrée dans la maison Barbara Lingerie, qui à l'époque était une énorme société au même titre qu'Aubade ou Chantel, qui aujourd'hui malheureusement a disparu. Et donc, à la suite de ça, j'ai travaillé pour Chantal Thomas et le groupe Sarali Dim. Et vous avez ensuite créé votre propre studio de design. Vous travaillez encore d'ailleurs en sous-main, si j'ose dire, pour différentes marques. Et en septembre 2017, vous créez Except Me, ça c'est votre propre marque. Oui. Dites-nous, juste pour nous mettre un petit peu l'eau à la bouche, quel est le concept d'Except Me? Alors le concept de cette lingerie, c'est de faire de l'édition limitée, c'est-à-dire que je crée au gré de mes envies. Et en fait, c'est de l'édition limitée de la lingerie bijoux numérotée. Et en fait, en édition limitée, ça veut dire que je peux avoir une parure dans une taille et c'est tout. Donc, ça sera la femme qui fait cette taille-là et qui décidera d'acheter cette parure-là sera la seule femme au monde à porter ce produit-là. Alors, on voit à l'écran justement quelques-unes de vos réalisations. Sylvie, Except Me, voilà pour ceux qui nous suivent, ce qui donne une idée effectivement de la finesse du travail de ces magnifiques pièces de lingerie. Pour venir à un autre profil, Estelle, Notes, vous au départ vous partiez pas tellement pour travailler avec du film. On va voir qu'il y a un lien peut-être entre votre formation de départ. Vous avez une formation scientifique en biochimie.
vous avez travaillé dans l'environnement. Aujourd'hui, je le disais donc, vous êtes plutôt du côté de la broderie. Comment vous êtes passé de l'un à l'autre? Alors effectivement, moi j'ai une formation scientifique au départ en biologie et environnement. J'ai fait une thèse dans ce domaine et j'ai longtemps travaillé comme directrice d'études dans un cabinet de conseil et je m'occupais de tout ce qui était environnement et santé. Voilà. Et après, donc il y a eu un gap, on va dire, un changement de direction, de chemin. Et je suis aujourd'hui brodeuse, artiste textile. Donc le lien clair, même s'il est comme ça pas évident, c'est clairement l'inspiration naturaliste de tout mon travail. Ça ne vient pas de nulle part, ça vient effectivement de cette formation initiale et d'une passion pour la nature. Et c'est vrai que tout ce que je crée est quand même très inspiré faune, flore et avec une vraie passion pour les couleurs, les formes et l'envie de restituer toute cette beauté avec les fils. Ah, merci. Je pense qu'on va voir quelques-unes de vos réalisations à l'antenne, pardon, en tout cas sur l'écran. Estelle Dauphine-Nobel, on voit bien la complexité, on voit bien tout de suite qu'on n'est pas dans la broderie traditionnelle, si j'ose dire. Ce que vous n'avez pas dit, parce que comment dire, vous avez des qualités artistiques assez avancées aussi. Vous faites quand même de la photo, du dessin, de la peinture. Ça vient pas de nulle part. Non, ça vient pas de nulle part. Voilà, exactement. J'avais une fibre esthétique, artistique, qui au départ et avant que je me mette à la broderie, effectivement, ne se traduisait pas avec les films, mais plutôt avec d'autres médias, comme effectivement mais à titre de loisir, avec la peinture ou la photo. Et ça s'est traduit aujourd'hui par... et en fait, ce qui était... je dirais le point commun, c'est aussi la matière et la couleur. C'est-à-dire que la photo, quand j'en faisais, j'étais toujours très proche je fais de la photo très rapprochée. Ce qui m'intéresse, c'est les juxtapositions de matière, les mélanges, les ombres, les couleurs, enfin les couleurs, les ombres et lumières. Donc vraiment dans la matière. Et aujourd'hui, je le traduis autrement, donc à travers... Mais la broderie, vous ne l'avez pas. Non, je n'ai pas appris la broderie. Et d'ailleurs, effectivement, mon travail, il n'est pas, enfin, c'est pas un point qui est répertorié dans les manuels de broderie. Je dirais que ça. C'est pas du tout académique. Non, pas du tout académique. Et c'est vraiment, en fait, je suis venue à la broderie non pas par la technique de broderie, mais par la couleur et la texture et la manipulation des fils de façon à obtenir une matière très particulière. Donc, qui est perlé, c'est très texturé. En fait, moi, je travaille les fils avant de les utiliser pour faire mes motifs. Je les travaille. Alors, vous savez, on va y revenir dans un instant, justement, sur les différentes étapes de cette création. Mais Audrey-Louise, ce qui est intéressant, c'est que là, on voit qu'avec le fil, on peut faire plein de choses. C'est vrai que souvent, quand on pense couturière, on n'imagine pas qu'il y a tous ces métiers autour. À l'UNACAC, vous représentez combien de métiers finalement ? Alors, plusieurs. Donc, l'UNACAC, c'est comme vous l'avez très bien dit, c'est les métiers de la couture et des activités connexes. Donc, nous allons retrouver des profils comme Estelle, où nous allons avoir donc des brodeuses, mais nous allons avoir aussi des plumassiers. Alors, je vais peut-être mettre au féminin, mais nous avons quand même quelques hommes. Des plumassiers, nous avons aussi des modistes, les gens qui fabriquent les chapeaux. Et puis, nous avons aussi un métier qui est souvent... on va dire, mis un petit peu à côté de la couture, mais c'est un vrai métier de l'artisanat qui est la retouche. Voilà. Et ensuite, on a tout ce qui est, on a aussi des gens qui font comme Sylvie de la lingerie, et puis ce qu'on appelle des stylistes modélistes, des couturières dans tout son ensemble. Et c'est vraiment, on va dire, tous les métiers qu'on peut retrouver dans un atelier de ce qu'on appelle haute couture. La couturière aujourd'hui a une polyvalence et est capable d'adapter tous ces métiers pour fabriquer un vêtement vraiment de A à Z. Alors c'est vrai certains ont découvert le métier de couturière à la faveur de la crise. On a oublié comme ça qu'il y avait beaucoup de petites mains, entre guillemets, et avec la fabrication de masse, d'un seul coup, tout le monde a découvert et s'est dit, mais il y a encore plein de couturières professionnelles, j'entends bien, en France.
qu'est-ce que ça a changé justement? J'aimerais qu'on revienne à un moment parce que c'est un vrai moment important, je pense, pour vous, pour votre métier. Dites-moi si je me trompe, Audrey. Et en plus, est-ce que ça va être positif, ça? Est-ce que du coup, il y a peut-être plus de reconnaissance aujourd'hui? Bah, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire à l'UNACAC, hein. C'est vrai que cette union est répartie en 20 organisations professionnelles sur le territoire national. Et vraiment, notre rôle, comme vous l'avez dit, c'est d'abord de défendre, l'action première, c'est de défendre nos métiers. Donc, on a des actions, on va dire, sociales sur les conventions collectives, voilà, tout ce qui est grille de salaire, droit du travail pour les handicapés. Mais c'est vrai que par rapport à cette crise, on a eu un fort poids sur la négociation au niveau des aides et de la reconnaissance de nos métiers, la reconnaissance comme quand on est dans un des secteurs les plus touchés parce que nos métiers, c'est le mariage, c'est l'événementiel, c'est les salons, voilà, c'est les hôtels, on a par exemple des Mais ouais, c'est la reconnaissance d'un vrai savoir-faire exactement. Et aussi. puis Il y a les couturières qui font son loisir, et puis il y a un métier de couturière avec un apprentissage, une formation et un véritable on savoir-faire. est des artisans, effectivement, de la couture et comme vous dites, une reconnaissance, c'est-à-dire qu'on est diplômé pour s'immatriculer à la Chambre des métiers. Voilà, il faut avoir un savoir-faire. Bon, après, il y en a qui arrivent à s'immatriculer sans forcément de compétences et c'est comme ça aujourd'hui. Mais nous, voilà, on prône vraiment cet artisanat et ces compétences qu'on a. Et il faut savoir qu'on se forme tout au long de notre parcours professionnel. L'UNACA a également un organisme de formation qui s'appelle l'AFMA, qui nous propose des formations professionnelles tout au long de l'année. Et donc ensuite, le rôle de l'UNACAC aussi, c'est de promouvoir tout ça, de trouver des ficelles pour dire effectivement, le métier de couturière n'est pas un vieux métier. Et au contraire, moi, j'ai la conviction de me dire que c'est un métier d'avenir parce que, et c'est ce que je prône devant la jeunesse, c'est qu'on ne nous remplacera jamais par des robots. Jamais des robots feront notre métier et auront le lien de proximité et humain que nous avons et arriveront à mettre en forme ce que l'on a dans nos têtes ou les souhaits que les clients veulent qu'on réalise. Et puis on revient de plus en plus au sur-mesure, à la personnalisation, aux pièces uniques. Et c'est d'ailleurs ça hein, que vous avez mis en avant, Sylvie. Vous nous expliquiez tout à l'heure pour Accept Me, c'est que chacune va avoir une pièce numérotée. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu comment ça se passe? D'où vous vient votre inspiration quand vous créez une pièce? Est-ce que vous la créez avec la cliente ou d'où vous tirez l'inspiration? Alors, en fait, moi contrairement à Audrey, en fait, je ne fais pas du sur-mesure pour la simple et bonne raison que mon planning ne me le permet pas. Par contre, c'est vrai que s'il y a certaines personnes de bouche à oreille qui viennent me voir pour que je leur fasse quelque chose sur mesure, je le fais. Mais le concept au départ de cette collection, c'est je vais dire la vérité, hein, c'est de me faire plaisir et de faire des produits qui me ressemblent, de faire des produits qui me ressemblent pour les vendre à des femmes certainement qui me ressemblent. Donc en fait, plutôt des femmes très actives, c'est un peu le profil que je retrouve des personnes qui viennent m'acheter mes produits, des femmes assez actives, qui aiment les très belles choses, les choses un peu d'exception et qui ont un sens artistique un peu développé aussi, parce que c'est souvent des gens de milieux plutôt artistiques, du spectacle Oui, parce que c'est osé, ce n'est pas j'allais dire, ce n'est pas de la lingerie du quotidien. Si, ça peut être de la lingerie du quotidien, mais comme vous dites, ce sont des pièces d'exception. Et par les matériaux même, est-ce que vous pourriez nous dire quels matériaux vous Alors, j'utilise utilisez? toujours de très belles dentelles de Calais, qui peuvent venir de chez Solstice ou de Sophie Alette, qui sont des denteliers français quand même, il faut le savoir. Il nous en reste. Des gens comme Noyon, où on a encore quelques très belles dentelles. Et après, je vais utiliser des velours découpés, des dévorés, des flocages, des tissus un peu floqués. Des Alors des dévorés? dévorés, en fait, c'est une technique un peu particulière, qui fait qu'on a des endroits un peu, justement, un peu rongés, un peu dévorés, qui donnent certains motifs et donc des effets de transparence, opacité et transparence qui sont qui sont magnifiques sur la peau. Des broderies aussi Mhm. également, des broderies, françaises parce qu'on en a aussi, des broderies comme Potentier, des Levaux, des choses, très belles choses d'exception en fait. Est-ce qu'on travaille une pièce de lingerie pour les différentes étapes de confection, patronage, etc., comme
on travaille une robe, par exemple, comme celle que je vois derrière Audrey. Est-ce que je vous pose d'abord la question à vous, Sylvie, et puis je passerai à Audrey. Alors, la différence qu'on a avec l'habillement, puisque moi j'ai une formation couture au départ, habillement, et donc en fait ensuite j'ai dérivé vers la corsetterie. La différence, c'est que pour l'habillement, on va faire ce qu'on appelle une toile, mais vraiment dans une toile. Nous, on travaille directement avec les vraies matières, parce qu'il y a tellement de contraintes techniques, élastiques, et de différences de matières qu'on est obligé de faire ce qu'on appelle notre toile avec les vraies matières. Donc du coup, on va faire le premier prototype toujours avec les vraies matières. Et donc du coup, là, on va faire un essayage, on va voir toutes les retouches qu'il y a à faire et on travaille toujours sur une taille de base, qui peut être le 90B ou le 85C, tout dépend les marques. Et ensuite, donc on va faire évoluer le produit, et on travaille vraiment au millimètre. On dit que notre métier est proche de l'aéronautique, mais c'est très vrai. Parce qu'on travaille vraiment au millimètre quand on fait les retouches avec des toutes petites épingles ultra fines, etc. Et donc, en fait, on peut faire jusqu'à entre 10 et 15 produits du même prototype, du même produit avant qu'il n'aboutisse et qu'il soit parfait. Chez Chantal Thomas, on en Ah faisait oui. une vingtaine avant que le produit soit nickel en taille de base. Et ensuite, faire la gradation, donc ça veut dire toutes les tailles. Ah oui, donc effectivement, c'est Oui, très empirique. absolument. Il faut à chaque fois. Ça commence par un croquis, Ça tout commence de souvent même? par un croquis, ouais, une idée, un mélange de matières qui fait que ça nous donne des inspirations de forme. Alors après, il y a des stylistes qui Euh, travaillent différemment. Moi, j'aime bien travailler un peu de toutes les façons, hein. C'est vraiment à l'inspiration. Je vois une très belle matière, ça va me donner plein d'idées pour créer des formes. Mhm. Audrey, est-ce que en parallèle, justement par rapport à ce que vient de nous raconter Sylvie, vous pourriez nous rappeler, alors la couture et même vous, même ce que vous faites en tant que couturière, ça regroupe plein de choses. Vous disiez, ça peut être des retouches, mais ça peut être aussi la création de vêtements. Est-ce que vous pourriez nous rappeler les différentes Alors oui, étapes? bien sûr. Donc c'est vrai que par rapport à Sylvie qui va plus réaliser de la collection, nous on réalise du modèle unique parce que ce sont des clientes qui poussent la porte de nos ateliers pour qu'on leur réalise un souhait, que ça soit pour un mariage, pour de la tenue de tous les jours ou autre. Maintenant, c'est vrai qu'on a aussi des couturières de notre confédération qui fait de la mise au point pour des créateurs et qui se rapproche plus du travail de Sylvie. Donc les étapes, c'est-à-dire qu'on vient nous voir, on a une envie, on a un souhait, on va nous le dessiner, le croquer, proposer un échantillon de matière dans lequel on pourrait réaliser, et puis on va faire une prise de mesure et nous allons en découler la toile. Premier élément réalisé dans une toile de coton, mais on peut aussi, quand on va travailler de la maille ou quand on va travailler également de la dentelle, effectivement réaliser, comme le disait Sylvie, dans des matières bien spécifiques pour avoir tout de suite le rendu. Une fois que cette toile est faite, donc ça c'est vraiment la mise en forme de l'idée, ce que je vais appeler vulgairement la carcasse, nous l'essayons à la cliente et là pareil, nous posons des épingles, nous écrivons sous la toile. Généralement les clientes sont un petit peu, quand c'est la première fois, affolées parce qu'ils se disent oh là là, qu'est-ce que ça va donner. Et puis ensuite, une fois que cette toile est faite et mise au point, on en découle un patronage qu'on met donc sur carton. Ce patronage va nous servir à couper dans la matière qui a été choisie. Nous allons monter une première phase, le vêtement. Pareil, le réessayer pour ajuster en fonction de la matière, comment elle réagit sur la cliente. Et ensuite, nous allons faire tout notre travail de finition et de retouche si nécessaire. Donc, c'est vraiment ce que je viens de vous expliquer, c'est tous les métiers des ateliers de couture qu'on retrouve chez une seule et même personne. Mais c'est vrai que nous, l'UNACAC, par exemple, nous dynamisons nos métiers à travers un trophée, des pièces d'exception, des choses comme ça. Mais il ne faut absolument pas que justement ça reste de l'exception. Nous, dans nos ateliers, il faut se dire que c'est accessible à tout le monde. On est capable de faire effectivement des robes d'exception qui demandent énormément de travail et qui sont plus des pièces de représentation. Mais voilà, on fait des robes de mariée, on fait de la tenue de tous les jours. Moi, j'ai des clientes que j'habille tous les jours parce qu'aujourd'hui, il y a un mode de consommation qui change et les gens ont envie, en plus avec ce qu'on vit, ils sont beaucoup plus chez eux et moins au travail. Ils ont envie de vêtements moins conventionnels, plus confortables.
C'est ça. Estelle, on le voit, l'importance du matériau de départ, que ce soit pour Sylvie ou Audrey, l'importance de sa préciosité, de sa fluidité, de son toucher. Vous, quel est le matériau de départ de cette méthode? Alors, je ne sais pas comment dire, comment vous vous présentez? Est-ce que vous dites que vous êtes brodeuse d'ailleurs quand même avant de commencer? Oui, brodeuse, parce que même si je n'ai pas une formation de brodeuse, ce qu'on appelle brodeuse d'art type Lunéville ou broderie à l'aiguille, en fait, je brode sur une toile, avec un cercle à broder, avec une aiguille, avec des fils à broder. Après, moi, je les utilise autrement, mais le travail est dans l'implication, dans le temps passé, voilà, c'est quand même très… Dans les outils, c'est très proche. Et donc, voilà, l'outil, vraiment la matière de base, c'est le fil à broder. Vraiment, voilà, je pars de ça. Alors ensuite, moi, je le texture donc en faisant comme des petites chaînettes. Donc, en fait, moi, je travaille en 2 temps, en 3 temps. Il y a l'idée le dessin, l'idée d'un motif que j'ai envie de réaliser. Donc, soit je le dessine, je le colorise avec des pastels. Voilà, et je fais une première esquisse. Ça peut être à partir de photos. Une idée, par exemple, qu'on a vu tout à l'heure sur la présentation, un oiseau. Donc là, c'est des photos. Et je ne prends pas une seule photo. En fait, par exemple, là, je prends l'exemple du pélican qu'on a vu tout à l'heure. Je vais regarder tout un tas de photos de ce pélican pour avoir vraiment une bonne idée de toutes les nuances. Parce qu'une photo, ça fige quelque chose, alors qu'un oiseau, il bouge. Et donc, je regarde toute une palette de photos de cet animal ou de cette fleur que j'ai envie de broder, de façon à avoir vraiment l'idée de la couleur, l'idée des nuances. Et ensuite, j'en choisis une qui me plaît particulièrement. Voilà, et je me fixe, mais en ayant l'idée de tout ce que j'ai vu avant. Mais pardon, c'est difficile parce qu'on a vu des images tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on aurait envie d'être dans votre atelier et de toucher. Qu'est-ce que vous en faites de ces fils? Alors, les fils, donc je les texture en chaînettes. Donc, c'est-à-dire que je travaille toujours avec 2 fils de couleurs différentes. Donc, soit des couleurs très différentes qui vont donner des contrastes, soit des couleurs assez proches qui vont donner des nuances. Ensuite, et parfois, au lieu d'utiliser 2 fils, j'utilise un fil et une autre matière. Donc, une autre matière, ça peut être je chine beaucoup d'éléments de passementerie, donc qui sont plus texturés. Donc, il peut avoir des petites filoches, des petites bouclettes, un peu de lurex, des choses voilà, un peu plus texturées. Enfin, moi, je les texture en les travaillant, mais je donne une autre, un côté velours. Et ensuite, j'en fais donc des petites chaînettes, donc qui vont être très nuancées en termes de couleurs. Ça fait un petit peu comme des nœuds, finalement. Tout à fait. Et donc là, je prépare ma palette de couleurs, donc soit une couleur spécifique ou sur un oiseau, une fleur, je vais pouvoir avoir mes verts, mes bleus, mes rouges ou mes bruns. Et ensuite, donc je reporte mon dessin sur ma toile à broder. Et je commence à coudre mes petites chaînettes. Et donc là, c'est comme un peintre. J'ai ma palette de couleurs sur mes chaînettes au lieu que ce soit sur ma palette de peintre. Et je vais, en fonction de mon dessin ou de ma photo, récupérer la bonne chaînette de la bonne couleur et de la bonne nuance, et je travaille, je dirais, centimètre ou demi-centimètre parfois quand j'ai des dessins très précis. Donc en fait, c'est très particulier parce qu'il y a un côté très plein, très texturé, et en fait, tout ça, c'est travaillé vraiment au demi-centimètre. Moi, je fais des chaînettes. C'est ça, c'est la précision aussi dont parlait tout à l'heure Sylvie. Vous êtes toutes dans du travail d'hyper. Oui, vraiment, parce qu'au départ, je fais des chaînettes qui ont, je ne sais pas, 10, 20 cm de longueur. J'en ai toute une palette avec tout un dégradé de nuances de vert, admettons, pour faire des feuilles. Et je vais en travailler un demi-centimètre. Ensuite, je coupe, je prends celui d'à côté qui a un ton différent. Et puis, si on est sur une feuille d'automne, on passe au jaune. Et ben, je vais prendre un jaune orangé que je vais appliquer. Et je coupe, je recommence.
nuances, et tout ça, je couds à tout petits points sur ma toile jusqu'à avoir, voilà. Donc c'est moins facile qu'un coup de pinceau, mais l'idée c'est d'en faire une représentation presque, oui, comme un peintre, avec vraiment les nuances les plus précises possibles. Donc, si je résume quand même, toutes les trois, il faut savoir dessiner, Oui, déjà, absolument. un petit peu. Il faut avoir une artistique, hein, c'est ça, c'est Absolument. bien ça. Il faut avoir la précision et la patience, Aussi. c'est bien ça. Et puis, j'imagine la passion. Ah bah, Oui, les trois. C'est indispensable. c'est ça. Je crois que c'est les trois qualités. Est-ce qu'il y a d'autres qualités nécessaires, Sylvie? Je pense que c'est les qualités qu'on peut retrouver chez une styliste et une modéliste, en fait, hein, regroupées. Il faut avoir beaucoup de patience, aimer les belles choses, aimer le travail bien fait, et puis surtout être très humble, parce dans nos métiers, en fait, on peut apprendre tous les jours, hein, et on apprend. Et moi, je peux vous dire, ça fait 30 ans que je suis dans la lingerie, et jusqu'à aujourd'hui, j'apprends tous les jours. J'en apprends tous les jours. Pardon? Ça, c'est important aussi parce que, effectivement, vous échangez les unes les autres. J'imagine que de temps en temps, vous travaillez avec des brodeuses, pas forcément avec Estelle, mais vous êtes aussi dans des métiers où vous allez partager les savoir-faire. Absolument. En fait, moi, je vais travailler plus avec des brodeurs sur machine, qui, eux, vont créer des dessins suivant mes directions. Et donc, en fait, ça va partir d'une idée. Alors, ça peut partir d'archives. On va aller fouiller dans les archives des brodeurs ou des denteliers et s'en inspirer. On a des archives en France extraordinaires, hein. Comme on a un musée extraordinaire à Lyon, un musée de textile, c'est une source incroyable d'inspiration. Donc moi, je m'inspire un petit peu de tout ça, mais même pour les formes, même pour créer les formes, je m'inspire d'un peu tout, en fait. Ça va passer d'expos à des créateurs que j'adore, comme Azedine Alaya, par exemple, qui a su mettre pendant des années le volume des femmes en valeur. Voilà, ça peut être plein d'inspirations, en fait, très divers. Et pour revenir au fait qu'on apprend tous les jours, finalement, et notamment en échangeant, vous-même, vous avez choisi de Absolument. transmettre Ab votre savoir-faire, Absolument, et c'est Sylvie. très important des métiers comme les nôtres, c'est très important de les transmettre aux plus jeunes, et aux gens, même aux gens de notre métier, quand on a acquis une certaine expérience. Et voilà, moi, arrivée à un certain niveau, je me suis toujours jurée de transmettre, parce que enfin, donner son savoir-faire, enfin le transmettre, c'est très important pour une continuité dans le temps. Il faut savoir que la corsetterie française, elle est renommée dans le monde entier, et on a on a de vrais savoir-faire en France, quoi. Mmh. Vous êtes donc Absolument, je prof? suis intervenante au sein de la Fédération de la lingerie et de l'IFTH, l'Institut français du textile et de l'habillement, quand on me demande de faire des formations dans le monde de la lingerie, pour des professionnels ou des non professionnels d'ailleurs, mais plus pour des professionnels, et dans le secteur du balnéaire, du maillot de bain. Mmh. Audrey, c'est ce sur quoi vous insistiez aussi tout à l'heure, sur la formation. J'imagine que c'est important, et j'imagine que on découvre encore de nouvelles techniques, des nouveaux savoir-faire peut-être aussi. Euh, Comment on fait pour se tenir au courant tout Ce le qui est temps? magique dans la couture, moi je trouve, c'est qu'on peut apprendre une technique et après se faire sa propre technique. Et ça, c'est vraiment quelque Eh oui. chose d'incroyable. Nous avons la chance à l'UNACAC, effectivement, d'avoir, et tout le monde peut y participer, même sans adhérer à l'UNACAC, d'avoir cet organisme de formation qui est la transmission de professionnel en professionnel. Et ensuite, le professionnel va transmettre ça à des étudiants, des apprentis, des stagiaires qu'on prend dans nos ateliers. Et ça, c'est très, très intéressant. Parce qu'il faut que ça perdure, et effectivement, tout ce qui est renommé dans le monde entier, la France et la couture, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui est connu depuis des années et qui perdurera, je pense, parce qu'on a ce savoir-faire et cette qualité surtout de réalisation. Et pour ça, nous avons lancé, nous, un trophée qui s'appelle le trophée Art et Savoir-faire, et qui est vraiment la mise en avant de
tous nos métiers. Ce trophée aujourd'hui regroupe des professionnels, mais également on a une catégorie espoir et on va retrouver toute la palette de compétences des métiers de la couture. On va avoir une catégorie flou, on va avoir une catégorie tailleur, mais on va aussi, cette année, on a lancé une catégorie 4 mains qui permet de faire un travail en partenariat avec soit une retoucheuse, soit une brodeuse comme Estelle, et de promouvoir vraiment notre savoir-faire et ensuite de pouvoir, avec ces pièces d'exception, montrer de quoi nous sommes capables et de créer l'envie vraiment du grand public pour venir après consommer chez nous. Mais cette transmission, elle est essentielle, bien évidemment. Estelle, est-ce que vous êtes prête à dévoiler votre savoir-faire? Est-ce que vous le partagez déjà? Oui, alors je le partage depuis un an à peu près avec le magazine avec lequel je travaille alors de façon régulière. Enfin, il n'y a pas voilà, je le fais à leur demande. Donc oui, on peut s'initier à cette technique. Voilà, donc c'est. Et puis sinon, complètement. On peut venir vous voir, oui, j'ai mon atelier à Montreuil et qui est ouvert soit au moment des portes ouvertes et de toute façon quasiment en permanence puisque moi j'y suis pour travailler. Oui, tout à fait. Et c'est le meilleur endroit où voir mon travail et donc il est présenté sur certains sites, mais c'est vrai que je m'en rends compte, moi je fais beaucoup de salons professionnels, métiers d'art, comme le Carrousel des métiers d'art et d'autres, et effectivement c'est vraiment... On peut d'ailleurs voir les réalisations, hein, même si on est cette année en oui, les portraits et les fiches produits de chacun des participants. Et c'est vrai que c'est vraiment sur les salons où les gens se rendent compte précisément, enfin vraiment de cette matière. C'est vrai qu'on rentre dedans, on peut voir, on peut toucher, j'ai pas de problème avec ça. Et c'est vraiment une façon de voir ce travail. Et pour moi aussi, c'est très intéressant ces salons parce que c'est vraiment l'endroit où je rencontre mon public, où les gens prennent le temps de discuter, où on peut expliquer, où voilà. Donc c'est vraiment des moments très très particuliers et qu'on attend généralement avec impatience, enfin me concernant en tout cas. Et j'imagine bien cet échange-là. Sylvie, justement, vous avez choisi aussi pour distribuer votre lingerie des endroits un peu exceptionnels. En fait, le but, c'est de ne pas les retrouver dans n'importe quelle boutique de lingerie, mais plutôt dans des endroits un peu d'exception, comme des palaces, ou faire des présentations un peu en comité restreint, dans des endroits un peu plus des hôtels de luxe ou des endroits, des accueils un petit peu différents, qui seraient plus des salons d'art ou des boutiques éphémères, des endroits un peu particuliers, quoi, en fait. Et donc en ce moment, soyons très pratico-pratiques pour préparer les cadeaux de Noël. Alors, vous pouvez me trouver jusqu'à demain soir au 13 rue Saint-Hilaire, à la Varenne Saint-Hilaire, à Saint-Maur-des-Fossés. Et je serai dans une autre boutique, du 13 au 23 décembre, rue Saint-Honoré, à la galerie rue Saint-Honoré, qui se trouve au numéro 136, si je ne me trompe pas. Donc, c'est une galerie d'art qui nous loue cette galerie. On est plusieurs artisanes d'art. Certaines font du bijou, d'autres vont faire du cuir, de la maroquinerie. Moi qui fais de la corsetterie. Voilà, on est plusieurs dans une grande galerie et en fait, on vend nos créations. Voilà, c'est une façon de les vendre, de pouvoir se faire connaître aussi. Et sur mon site internet également, que je suis en train de réactualiser, puisque il faut savoir que je fais des créations en continu. Je crée sans arrêt. Donc oui. mon site doit être à jour régulièrement et c'est tout un long travail derrière. C'est pas toujours facile à suivre, on l'imagine. Il y a une chose qu'on n'a pas précisée sur vos créations. Absolument, c'est pour ça que je précise que c'est de la lingerie bijou. Donc j'essaie toujours de mettre une petite pièce, un petit accessoire bijou.
Alors, mon but, c'est aussi d'arriver à faire des pièces d'exception en m'associant avec un joaillier et faire, à un certain moment, pouvoir réaliser certaines pièces de super exception en VIP, en fait, où en fait, je vais mettre de vraies pierres, amovibles, qu'on va pouvoir porter, avec des Waouh! petits mousquetons qu'on pourra retirer, bien entendu, lors du lavage. Waouh! On attend de voir ça, avec impatience. Estelle, vous aussi, vous êtes venue aux bijoux? Oui, alors effectivement, donc moi je travaille des motifs et donc dans le domaine de la décoration et du bijou. Et dans le bijou, je travaille essentiellement les broches. Ça s'y prête assez bien parce que donc je fais des motifs qui peuvent aller d'une feuille, enfin une feuille, une fleur, un oiseau, et ça se porte bien enfin moi je préfère travailler les broches d'abord parce que je trouve que c'est une espèce de continuité du vêtement, et comme c'est brodé, c'est en textile, ça pourrait presque être c'est pas effectivement un bijou parure, c'est plus un bijou continuité du vêtement. C'est vrai que les personnes, moi j'en porte très peu de bijoux, et souvent les personnes qui sont pas très bijoux apprécient mon travail parce que c'est plus, enfin c'est à la fois simple et délicat, c'est poétique, voilà, c'est un peu porter de la poésie sur soi. Et c'est vrai qu'il y a eu un engouement ces dernières années grâce à quelques marques, notamment sur les Oui. broches brodées. C'est un vrai, un vrai savoir-faire que l'on retrouve beaucoup plus peut-être qu'il y a C'est 10 vrai, ans. alors je sais pas si c'est vraiment pas par opportunisme, c'est vraiment parce que ça s'y prête parfaitement, Ouais. plus que des boucles d'oreilles, c'est trop petit, alors que c'est vrai que c'est un bijou qui se porte beaucoup, que les gens me demandent, mais c'est pas des pièces que je fais. Alors je fais aussi des plastrons. Donc c'est des pièces la plus grandes, et plus grandes que les broches d'ailleurs, parce que là je peux encore plus m'exprimer dans les détails. Alors après, ce ne sont pas forcément des pièces très faciles à porter. Là on est vraiment sur des pièces d'exception également. Mais voilà, moi c'est aussi comment dire, je fais un équilibre entre ce que j'aime travailler et ce que les gens peuvent porter. Ah oui, c'est vrai que Parfois, je pourrais aller beaucoup plus loin dans des envies. et oui, mais au Il final, faut que ce soit porté. en tout cas que ce soit, en tout cas pour ce qui est bijoux, ou en tout cas que ça aille dans un intérieur, pour Oui, ce qui est décoration, il faut que oui, ce soit oui. partagé. Mais en même temps, en fait, je pense qu'il faut oser pour que les gens finalement se projettent. Il y a des choses que les gens n'imagineraient pas porter, et finalement, quand ils l'ont sous les yeux ou qu'ils l'essaient, euh, ça leur fait tout d'un coup un petit Oui, c'est clic vrai. dans l'esprit en disant ah oui, mais en fait ça se porte très bien, alors que c'était pas forcément un motif qui les aurait intéressés ou sur lequel ils auraient porté leur attention. Donc c'est aussi c'est ça qui est vraiment chouette, c'est de provoquer quelque chose chez les clients ou les personnes avec qui on discute sur les salons. Enfin voilà, Mhm. D'où l'importance de l'échange. Effectivement, c'est ce que vous vivez aussi régulièrement, j'imagine, Audrey, au quotidien. L'échange avec la personne, Ah ça bah, c'est c'est important aussi. primordial, c'est-à-dire que si on veut retranscrire l'idée qu'a une cliente et réaliser vraiment ce qu'elle souhaite, c'est d'écouter, d'échanger, de proposer. Et je rebondis un petit peu sur ce que disait Estelle. Si vous pouvez d'ailleurs montrer le petit visuel qu'on avait préparé du NACAC, je veux bien, parce que là, on va avoir des pièces d'exception, effectivement, où on se dit non, ce n'est pas portable, ce n'est pas pour nous. Et puis, avec ces pièces-là, on va pouvoir justement proposer dans le détail, et que ça portable, et surtout voilà, donc ça, ce sont notre métier, notre passion. Donc ce sont des pièces qui sont réalisées en bas, vous avez les lauréats du trophée, mais voilà, après on voit que certaines choses sont portables au quotidien
pour des événements spécifiques. Mais voilà, l'échange, c'est vraiment ce qui fait l'échange, la proximité, notre cœur de métier. Et après vient la technique, bien évidemment, et c'est pour ça qu'on fait appel à nous. Est-ce que il y a beaucoup d'hommes dans vos Il y en a métiers? beaucoup, ça ne va pas être la majorité, mais il y en a et ils ont autant de délicatesse et de précision et de technicité que les femmes, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de différence, mais oui, il y en a et beaucoup d'idées, beaucoup de féminité dans ce qu'ils font. Parce que c'est vrai qu'en couture, on voit toujours les hommes stylistes, on les voit moins dans les ateliers. Non, on les voit dans les ateliers et si on pense, c'est vrai que l'homme va être plus les couturiers, on va être plus dans ce qu'on appelle dans les tailleurs. Donc là, on voit plus la réalisation de costumes pour hommes. Mais nous, dans notre confédération, même moi, je fais du tailleur. Ce qui est super dans notre métier, c'est qu'on peut avoir toutes les compétences qu'on souhaite et se former, comme on le disait, au fur et à mesure de notre carrière. Et si aujourd'hui, on est à travailler des matières délicates, mais que demain, on a envie d'aller se mettre dans le tailleur, il n'y a aucune barrière qui est devant nous. Il suffit juste d'avoir l'envie et de trouver la bonne personne qui va nous former et après de s'exercer et d'avoir les demandes. Mais c'est vrai qu'on a l'image de l'homme plus dans cette partie, ce qu'on va appeler tailleur, vraiment de réalisation de pièces avec des matières un petit peu lourdes plutôt que fluides. Mais détrompez-vous, il y a des... Mais pas du tout. Allons contre les idées reçues. Et d'ailleurs, Sylvie, vous créez la lingerie pour hommes. La lingerie pour hommes qui est aussi technique, que la lingerie pour femmes. Parce qu'il faut savoir qu'un homme a besoin de soutien également. C'est pas juste un slip ou un boxer, il y a vraiment une façon de doubler le produit. Enfin, il y a tout un tas de choses. Bien choisir le tissu. Voilà quoi. Donc effectivement, les hommes aussi sont concernés par ce que vous réalisez, par ces métiers-là. Ce que vous venez de nous raconter. Juste une dernière chose, justement, Audrey, vous nous parliez de l'UNACA. Où est-ce qu'on peut découvrir peut-être les réalisations du trophée ou quelques-uns de vos savoir-faire? Je vais dire, alors c'est pour ça la CRMA, la Chambre des métiers, excusez-moi, Île-de-France, qui organise le Carrousel du Louvre, a été un vrai tremplin pour promouvoir notre trophée. Donc nous avons eu la chance en 2018 de pouvoir exposer les lauréats de notre trophée et quelques pièces supplémentaires. Cette année, pour cette édition, il était prévu de faire la finale de notre trophée dont le thème était le cinéma des années 50 au féminin, sous un format d'exposition de défilé. Alors ce n'est que partie remise et reportée. Mais sinon, après, sur nos sites internet, les pages Facebook, mais après, il faut aller pousser la porte de nos ateliers, tout simplement, et ces pièces y sont, et vous en verrez d'autres, et j'espère que ça vous donnera l'envie de venir consommer chez nous. Et ensuite, vraiment, c'est vrai que notre challenge aujourd'hui, c'est vraiment de se digitaliser, de se mettre en avant. Il faut que nos artisans sortent un petit peu de leur zone de confort et de leur atelier et s'exposent, je pense, plus au grand public pour dire nous existons, nous avons du beau qui est accessible et vraiment venez pousser la porte de nos ateliers. Après, c'est vrai que le trophée a eu la chance de circuler sur différents événements. On a fait le salon cousu de fil rouge dans les Vosges. La Maison des Arts de Brunois nous a appelé pour les journées européennes des métiers d'art. On a des choses exceptionnelles. Mais c'est vrai qu'il y a des efforts quand même. Sylvie nous parlait de son site internet qu'elle essaie de tenir à jour. Estelle, je crois aussi que le site internet, il faudrait le mettre un petit peu à jour. Mais absolument. Vous êtes sur Instagram désormais. Je pense qu'on est toutes sur Instagram. Oui, c'est indispensable. C'est effectivement les réseaux, même si c'est pas toujours évident, ça prend beaucoup de
temps malgré tout. C'est pas juste mettre des photos, il y a toute une petite stratégie à avoir sur les réseaux. Il faut mettre des jolies photos, donc ça prend du temps. Enfin, moi, je l'ai fait moi-même, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident d'arriver à tout mener de front. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ne pas être sur les réseaux, enfin, j'ai l'impression que c'est un petit peu, c'est un peu, enfin, c'est pas dangereux, mais disons que si on veut, il y a plein de choses en fait. Au début, moi, j'étais pas très, enfin, je suis pas une fille de réseau, non, voilà. Mais je me rends compte qu'il y a plein de choses chouettes qui s'y passent malgré tout, des rencontres, moi, j'ai initié des collaborations parce que c'est hyper facile de se parler, c'est des gens qu'on n'oserait pas contacter ou aborder. En fait, c'est assez étonnant, quoi. Il y a des choses. Ouais, je suis assez d'accord. Et pourtant, moi, j'y passe pas un temps fou et je suis pas complètement omnibulée par ça. Ouais, pas que ça prenne sur notre savoir-faire, mais c'est un peu, c'est un peu indispensable. Et malgré tout, il s'y passe des jolies choses. Donc bon. Donc, on vous retrouve sur Instagram. Nods in France, parce que mon nom Nods était pris par une commune du Doubs. Voilà, donc qui s'appelle Nods. Donc, voilà, donc j'ai été obligée de rajouter, un petit élément, voilà, in France, à mon nom enfin, ma signature, voilà, pour exister sur les réseaux. Sylvie, une petite conclusion justement sur les réseaux sociaux. Oui, alors en fait, les réseaux sociaux, pour moi, c'est très important. Instagram, on peut même directement acheter sur Instagram en nous contactant. On n'a pas vraiment, alors après, on n'a pas besoin d'avoir forcément un site pour nous contacter puisqu'on peut nous joindre par Instagram. Mais après, LinkedIn, c'est très important aussi. On fait quand on dit qu'on fait des superbes rencontres, c'est vrai. Et après, oui, c'est important d'être sur des salons, de dire qu'on est présent et qu'on est actif surtout et qu'on se bat pour la création française, quoi, avant tout, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est du Made in France, du début à la fin, qu'on essaie de réaliser et il faut qu'on soit derrière nous, quoi. Aussi bien au niveau des… Et ben voilà, c'est pour ça que le carrousel des métiers d'art existe et qu'il fait avec la Chambre régionale des métiers de l'artisanat pour qu'il existe d'une certaine manière quand même aujourd'hui en virtuel. Merci infiniment à toutes les trois pour partager votre savoir-faire. Estelle Delphine Nobel, on rappelle, c'est Nods in France sur les réseaux sociaux. Audrey Louis, merci beaucoup, représentante de l'UNACAC et couturière vous-même. Merci beaucoup à vous. Claire, c'est la marque de lingerie. Vous pourrez retrouver sur Instagram Except Me Lingerie. Except Me Lingerie. J'ai cru que vous alliez dire Except Me Paris, parce que vous savez, toutes les marques françaises. Et merci aux organisateurs du Carrousel du Louvre. Merci beaucoup. Merci Caroline. Merci beaucoup Caroline. Merci à vous, mais avant de conclure, on avait quelques petites questions à vous poser. Donc, alors, il y avait une question pour Estelle concernant les chaînettes, pour savoir si elles ne s'effilochent pas. Pas du tout. Elles sont cousues à milliers de points sur la toile et non, vraiment, moi même sur des pièces d'ameublement, parce que je brode aussi par exemple sur des fauteuils pour faire des pièces un petit peu particulières. J'en ai moi-même un à la maison qui sert de prototype, qui est là depuis plusieurs années. On s'en sert et non, ça n'a aucune chance de s'effilocher. C'est vraiment… Je fais vraiment ça avec beaucoup de soin. Les pièces sont toutes doublées de cuir, donc voilà, c'est à la fois fin et très solide. Ok. Et pour vous, mesdames, donc il y avait une question concernant la mode masculine, savoir comment, quels conseils on pourrait nous donner pour choisir un tailleur masculin. Venez dans nos ateliers, on y répondra. Vraiment. Un tailleur masculin aujourd'hui, voilà, il faut venir toucher la matière, essayer les toiles, réajuster en fonction de la morphologie. Nous, on donne tous ces conseils-là vraiment dans nos ateliers. Mais justement, pour prolonger la question, peut-être, Audrey, est-ce qu'il y a un annuaire ou un site internet où on peut retrouver justement tous les membres ou tous ces couturiers? Parce que bien sûr, parfois, il y en a dans nos rues.
Mais comment Alors, se bien évidemment, repérer? oui, c'est ça. C'est que aller pousser, déjà, je prendrais, bien évidemment, pour l'UNACAC, mais tous les artisans peuvent rejoindre l'UNACAC. Et l'UNACAC, vraiment, je le répète, sa mission première, c'est de défendre nos métiers, hein, vraiment. Et moi, cette crise a confirmé mes convictions que j'avais au départ. Et je me dis que heureusement qu'il y a cette représentativité pour que ces métiers perdurent. Mais ensuite, l'UNACAC, il suffit d'aller sur le site. On est répertorié en région, donc après il suffit d'appeler la présidente de région qui vous orientera vers l'artisan le plus proche de chez vous. Mais sinon, voilà, c'est des artisans dans votre proximité, dans votre ville, dans votre région qui sont là. Mais sinon, sur l'UNACAC, sur le site unacac.fr, vous trouverez toutes les coordonnées par région. Et sinon, n'hésitez pas à pousser les portes. Venez chez nous, vous consommerez différemment, mieux, durablement. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur des pièces de clientes qui ont été réalisées il y a des années et elles n'ont pas bougé. On arrive à en faire, en faire d'autres choses, à les réinventer et c'est toujours la même matière qu'il y a 20 ans. Et puis, quand on fait quelque chose aujourd'hui, c'est quelque chose qui durera dans le temps. Donc, je pense que c'est vraiment dans l'air du temps. Merci à vous. Merci. Eh ben, merci à vous toutes, à toutes les trois. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes ce soir. On se retrouve demain, Karine, c'est ça, hein, à 18h30 pour clôturer le week-end ensemble. Demain, on abordera un thème totalement différent puisqu'on ira à la rencontre d'artisans qui travaillent qui sont issus des métiers de la restauration. C'est aussi une des composantes, on va dire, des métiers d'art dans l'artisanat. Donc, on trouvait que c'était intéressant de pouvoir les mettre en lumière demain. Donc, on espère que vous serez présents et on vous donne rendez-vous donc demain à 18h30. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée.